Mesdames et messieurs, bien entendu, on a demandé à un officier général de monter à l'assaut le premier. Et je suis particulièrement désolé de commencer en abordant un sujet qui n'est pas très réjouissant puisque nous allons parler de la guerre. Évidemment, il est difficile de ne pas parler de la guerre, qui est le but ultime des formations militaires, puisqu'on est là pour défendre son pays et malheureusement, pour le faire, quelquefois, il faut engager le combat. Et comment ne pas parler du consentement militaire sans parler précisément de ce consentement, comme l'a dit Madame le ministre, à accepter de tuer ou accepter de se faire tuer. Alors bien entendu, si la guerre doit bien sûr être évitable, si on doit tout faire pour éviter la guerre, car ça n'est que mort et destruction, malheureusement, vous le savez bien, et les exemples que nous voyons aujourd'hui autour de nous le démontrent à l'envi, eh bien parfois il est nécessaire de la conduire. Elle est d'ailleurs prévue dans la Charte des Nations Unies, puisque tout pays a le droit légitime d'exercer sa légitime défense lorsque ses compatriotes, ses ressortissants sont menacés. Et cette guerre, cette opération militaire, bien entendu, elle ne s'improvise pas. Elle nécessite d'être préparée. Tout le monde connaît la formule « si vis pacem, para bellum ». Et pour ceci, il faut donc recruter, sélectionner, entraîner, préparer des hommes et des femmes qui vont accepter de conduire le combat si celui-ci est nécessaire. Alors bien sûr, le volontaire, celui qui décide de s'engager dans l'armée, il le fait volontairement et il accepte dans ce cadre de se faire tuer si la mission l'exige. Le conscrit, c'est-à-dire celui qui effectue son service militaire, et je vous rappelle que le service militaire en France n'a été que suspendu, il pourrait très bien être rétabli si les circonstances l'exigent et qu'on voit par exemple qu'en Ukraine, le service militaire existe toujours, eh bien le conscrit ou le mobilisé peut accepter de le faire par nécessité. Il faut défendre son pays et donc on adhère à cette nécessité. Il faut aussi l'accepter par obéissance et en particulier par cette contrainte que lui impose la loi. Vous savez que lorsque le décret de mobilisation est sorti, il impose à tout homme et toute femme d'être mobilisé et donc de rejoindre les unités qui leur seront désignées. Alors est-ce que pour autant l'un ou l'autre de ces personnages, c'est-à-dire le volontaire ou bien le conscrit, consentent-ils réellement à aller en guerre, à tuer, je le répète, car il faut appeler un chat, ou à se faire tuer, et si oui, jusqu'à quel point? Alors sans s'arrêter, bien entendu, sur la question de l'opposition systématique, dogmatique, je devrais dire, à l'emploi des armes, avec certains qui refusaient de porter les armes, y compris pour des questions religieuses, tout le monde peut comprendre qu'à partir du moment où on autorise l'ouverture du feu, à partir du moment où on autorise l'emploi d'une arme et que l'on peut tuer quelqu'un, cet emploi doit être strictement encadré, réglementé et ne peut supporter aucune improvisation. La décision d'ouverture du feu, effectivement, engage le commandement comme elle engage celui qui ouvre le feu. C'est une question de discipline. Et comme vous le savez, autrefois, jusqu'en 1972, dans le règlement militaire, on disait que la discipline faisait la force principale des armées. Même si la phraséologie a changé, dans les textes aujourd'hui officiels depuis 1972 et qui ont été revus encore en 2005, cette discipline reste au cœur du dispositif. Pourquoi? Parce que l'efficacité au combat suppose en effet l'engagement total des hommes et des moyens pour atteindre l'objectif. Et je le rappelle que l'objectif, ne l'oublions pas, c'est la victoire. On ne rentre pas au combat pour la défaite. Et c'est dommage que certains chefs militaires ne s'en soient pas souvenus en 1940. C'est pourquoi la mission doit être accomplie jusqu'au bout. Et c'est pour cela qu'elle nécessite un engagement total. Tout le monde a en mémoire, bien entendu, et j'en parlais avec un des intervenants qui me succédera, qui est de Verdun, tout le monde, bien sûr, a en mémoire Verdun.
Et tout le monde sait les consignes qui avaient été données précisément de ne pas reculer. Je rappelle d'ailleurs que Charles de Gaulle, qui a été fait prisonnier à Verdun, a toujours souffert d'avoir été fait prisonnier, alors même que tout le monde s'était engagé à ne pas à se faire tuer plutôt que de reculer, plutôt que d'être fait prisonnier. Et donc il l'a toujours porté en lui-même, et on peut le comprendre. De même que ceux qui ont été prisonniers ou ceux qui ont été déportés et qui n'ont pas participé à la libération de la France l'ont ressenti comme, si vous voulez, comme un joueur de football qui est sur le banc de touche et n'a pas participé à la victoire de la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'au fond d'eux-mêmes, ils estiment qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout de leur engagement. Et donc, cette discipline, cet engagement suppose un consentement entier. Comment pourrait-il en être autrement? Comment pourrait-on monter à l'assaut sans consentir à monter à l'assaut? Certains vont prendre l'exemple comme celui des Soviétiques, où l'on disait que les commissaires politiques abattaient les camarades qui refusaient d'aller au combat. Sans doute cela a eu lieu, mais il ne faut pas retirer l'engagement de l'armée rouge, l'engagement des Soviétiques qui se sont battus contre les Allemands. Et ne pas oublier que c'est par le combat des Russes que finalement l'Allemagne a été défaite. Et que ces Soviétiques, bien que ce soit sous la botte de Staline, et on sait qu'elle n'était pas tendre, cette botte, eh bien les gens ont accepté de se battre. Car il y avait une nécessité, on consentait à défendre sa famille, on consentait à défendre son pays. Et ce consentement, il se traduit bien sûr par la signature d'un contrat ou par le respect de la loi dans le cadre du mobilisé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le règlement de service de discipline générale rappelle le service des armes, l'entraînement au combat, les nécessités de la sécurité et la disponibilité des forces exigent le respect par les militaires d'un certain nombre de règles qui constituent la discipline militaire. Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres, soit à en recevoir, et à tous les niveaux de la hiérarchie. Et cette situation comporte bien sûr des obligations. Le chef doit assurer la responsabilité entière, je cite, des ordres donnés et de leur exécution, ainsi que de respecter les droits des subordonnés. Quant aux subordonnés, il ne faut pas l'oublier, jusqu'au simple soldat, il exécute loyalement les ordres qu'il reçoit, il est responsable de leur exécution. Notamment, il ne doit pas exécuter un acte manifestement illégal ou contraire au droit international. C'est énorme comme responsabilité. C'est-à-dire que le soldat de base est censé connaître le droit international, est censé connaître justement ce qu'un acte manifestement illégal. Et pourquoi on insiste tant sur ces textes? C'est parce qu'il s'agit bien d'un contrat de confiance. Sur le plan militaire, il s'agit d'un contrat de confiance entre l'autorité et le citoyen sous les armes. Et c'est de ce contrat de confiance réciproque que découle le consentement. Cette confiance, d'ailleurs, est une priorité affirmée du commandement. Elle est la cause première, en effet, de l'adhésion du subordonné. C'est à cette condition qu'un subordonné va accepter de monter à l'assaut, d'accepter de se faire tuer. Ne nous y trompons pas, et quel que soit le grade, que vous soyez simple soldat, que vous soyez sous-officier, que vous soyez lieutenant ou que vous soyez général. Et elle suppose de la part du chef, quel que soit son niveau, bien entendu, exemplarité, transparence, compétence, sens de l'écoute et du dialogue. Ça ne veut pas dire être exempt de défauts. Et si on regarde les exemples des grands chefs militaires, ils étaient loin d'être exempts de défauts. Mais les qualités que je viens de décrire sont essentielles pour susciter l'adhésion des subordonnés. C'est en effet une responsabilité du chef de la susciter. Le consentement, qu'il soit volontaire ou accordé par devoir, reste un acte qui est réfléchi, un acte qui est raisonné et qui engage chacune des parties. Nos autorités politiques, d'ailleurs, ne s'y trompent pas, qui cherchent en permanence, au moment où elles engagent la force armée, donc nos soldats français sur le terrain, à en expliquer la légitimité au public
à travers l'Assemblée nationale, à travers la communication. Et si cette légitimité de l'action, au regard du droit international, au regard de l'application de traités internationaux, manque, eh bien, l'édifice ne tient pas. Et on l'a vu, notamment en Grande-Bretagne, pas en France, mais on l'a vu en Grande-Bretagne, à l'époque de Tony Blair, lorsque Tony Blair a suivi les Américains lors de la Deuxième Guerre du Golfe, vous savez, en 2003, et George Bush, eh bien, le gouvernement britannique a suivi les Américains sur une argumentation qui n'a pas convaincu la population britannique. Et la population britannique, finalement, a rejeté cette décision, et on sait à la fois le rapport parlementaire qui a été particulièrement agressif et inquisiteur contre, bien sûr, la décision qui avait été prise par Tony Blair. Et si cette confiance et cette légitimité, effectivement, en vient à être contestée, eh bien, ce consentement lui-même peut disparaître et l'ensemble s'effondrer. Nous connaissons, nous tous, un certain nombre d'exemples depuis la Commune. N'oublions pas que la Commune a démarré ici par des unités qui n'ont pas compris les ordres de faire descendre, vous savez, les canons qui étaient sur la butte Montmartre. Les ordres n'ayant pas été clairs, la troupe ayant essayé de tromper le civil, de tromper la population, la troupe finalement s'est insurgée. Nous pouvons aller bien sûr au moment de l'inventaire, des inventaires, lorsque vous avez eu la séparation de l'Église et de l'État et qu'on a commis les inventaires, enfin dressé les inventaires dans les différentes paroisses et que des unités se sont opposées, n'ont pas souhaité participer à l'action qui a décidé de fracturer les portes des églises et d'aller défaire, ouvrir les trésors qui étaient donc dans les églises. C'était la même chose plus tard en 1940. Tout le monde connaît donc l'indiscipline, la désobéissance de Charles de Gaulle et l'importance de cette désobéissance et les raisons pour lesquelles il l'avait fait, car le gouvernement, l'État à l'époque, le chef de l'État, avait perdu sa crédibilité et la légitimité de l'action du gouvernement avait disparu. Et on pourrait poursuivre les exemples avec l'Algérie et même jusqu'au comité de soldats en 1972, 73, que certains d'entre vous ont peut-être connu, mais moi j'ai connu, et qui bien souvent était dû au fait que ce contrat de confiance n'existait plus. Et que les soldats qui faisaient leur service militaire n'en comprenaient pas l'intérêt, n'en comprenaient pas la justification, n'en comprenaient pas la raison. Et ce sont bien entendu de telles situations qui provoquent à ce moment-là des actes d'indiscipline qu'on a connus en 1917 ou des refus de pratiquer la torture, comme ça a pu être le cas en 1961 avec les sanctions qui ont été prononcées à l'égard de ceux-ci. Mais quelle que soit la situation, quel que soit le niveau, l'obéissance n'exonère ni le chef ni l'exécution de leur propre responsabilité. Et il ne faut pas l'oublier, c'est la raison pour laquelle, vous le voyez, un policier qui ouvre le feu, quelles qu'en soient les raisons, fait l'objet d'une enquête. Et tout le monde peut le comprendre, même si cette situation peut parfois être paradoxale par rapport à l'action qui doit être conduite pour maintenir de l'ordre. Et donc, cette obéissance qui n'exonère ni le chef ni l'exécutant, eh bien, elle exige bien entendu du courage, elle exige de rester actif en permanence. Au combat, on ne peut pas rester passif. Vous devez en permanence raisonner, en permanence, et lorsque vous êtes chef, vous devez en permanence expliquer. C'est par l'explication, c'est par la transparence que vous pouvez obtenir précisément ce consentement. Et donc le consentement militaire, en conclusion, est bien le fruit d'un consentement mutuel et d'un engagement des deux parties, l'autorité et l'exécutant. Il demande bien sûr une connaissance parfaite du métier et de ses règles. En conclusion, confiance, transparence, consentement sont indispensables. C'est ce qui fait d'ailleurs à la fois et la difficulté et le charme de ce métier que j'ai eu l'honneur
d'effectuer pendant plus de 44 ans. Et donc, en conclusion, je dirais que la question ne se pose pas en termes de savoir si l'on consent à tuer, mais si l'on consent à défendre son pays et à défendre ses compatriotes. Je vous remercie.